Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, je vous amène au Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, pour rencontrer Marie-Isabelle et Laurent Guibert, vignerons installés à Saint-Loubès, au cœur de l'Entre-deux-Mers. Face aux crises climatiques, aux épisodes de gel à répétition et aux difficultés que traverse la viticulture bordelaise, ils ont choisi de transformer en profondeur leur exploitation et de repenser leur modèle viticole. Poules pondeuses, brebis dans les vignes, vente directe, diversification des cultures, ici la ferme se réinvente pour retrouver de l'autonomie et de la performance économique. Ensemble, on a parlé de cette transition agricole, du retour de l'élevage dans les vignobles, des défis économiques auxquels font face les viticulteurs aujourd'hui, mais aussi de leur envie de créer un modèle plus résilient et plus durable. Alors comment repenser la viticulture bordelaise en pleine crise sans renier ses racines? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Laurent, bonjour Marie-Isabelle. Pourriez-vous vous présenter? Oui, Marie-Isabelle Guibert, donc je suis vigneronne paysanne à Saint-Loubès. Et là, donc, on est au Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Et toi Laurent? Donc bonjour, moi je suis aussi au Salon de l'agriculture avec vous. Et je suis aussi plutôt paysan que vigneron, de plus en plus. Pourquoi tu préfères le terme de paysan que d'agriculteur? Alors, quand j'étais en première, je crois, j'avais un prof qui m'avait dit, il m'appelait le paysan, et il me dit, est-ce que tu sais ce que c'est un paysan? Je lui dis, non, c'est celui qui fait de l'agriculture. Non, il dit, c'est pas ça. Paysan, c'est celui qui façonne le paysage. Et je pense que c'est une très belle définition qui me convient tout à fait. Ce qui était aussi à un moment une insulte. Moi, quand j'étais au collège, les gens traitaient les autres de paysans. Oui, mais les mots, ils évoluent d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, paysan est sans doute mieux vu qu'agriculteur. Ça retrouve ses lettres de noblesse. Oui, puis je sais pas, du coup, il y a peut-être une notion de faire avec, en fait. De faire avec le sol, avec la nature, avec le végétal, avec l'animal. Plus qu'avoir une position un peu au-dessus. Voilà. C'est plus faire. Enfin, moi, c'est comme ça, c'est plus faire avec et le respect. Ouais, on en parlera, c'est le cœur du sujet. Alors, pour démarrer, quel a été le déclic pour vous de vous lancer vigneron et paysan? À l'origine, on avait tous les deux envie de reprendre une exploitation. On a eu des expériences professionnelles plutôt longues à l'extérieur, chacun de son côté. Et à un moment donné, la question de reprise d'exploitation s'est posée. On aurait pu reprendre une exploitation ailleurs ou ici, mais en fait, moi, ce qui me plaisait, c'était de développer une partie commerciale plus locale avec une possibilité de développer du commerce de tout type de production agricole. Très bien. Et alors, vous vous êtes installée chez toi, Marie-Isabelle? Oui, en fait, c'est donc Laurent qui s'est installé en 2011, donc à la retraite de mes parents. Et moi, je l'ai rejoint après en 2019. Voilà, parce que donc, je travaille à l'extérieur, je travaille à la Chambre d'agriculture et je l'ai rejoint en 2019. Et Laurent, comment on passe de l'élevage laitier à la viticulture? Parce que je crois que tu étais issu d'une famille d'éleveurs laitiers. Tu as fait beaucoup de conseils techniques en élevage laitier. Tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un parcours scolaire un peu particulier. Moi, je n'avais pas du tout envie de faire de l'agriculture, même si j'y ai toujours baigné dedans. J'avais plus envie de faire de l'informatique ou de l'électronique. Arrivé en terminale, on a eu un sujet qui était sur les tracteurs agricoles en bac électronique. Je me suis posé des questions parce que je ne voyais pas toujours travailler dedans. Et là, je me suis orienté vers le matériel agricole et après sur plutôt la partie élevage à terme. Donc je n'ai pas eu un parcours normal, mais sans doute que ça forge aussi une expérience différente qui amène d'autres visions des choses. Oui, sûrement que c'est important. Et alors comment c'est arrivé à la viticulture au final? En fait, quand mon beau-père a dit qu'il prenait la retraite, on s'est posé la question, comme on n'habitait pas très loin, on s'est dit pourquoi pas s'installer ici. Ça a été une reprise, pas familiale, mais presque. Comment tu l'as vécu toi, Marie-Isabelle? Au départ, moi non plus, je ne savais pas trop si j'allais reprendre cette exploitation parce que moi, j'avais plus envie aussi d'une ferme ou voilà, de quelque chose de plus diversifié. Mais c'est vrai que ça permettait déjà de commencer quelque chose. Et comme dit Laurent, ce qui nous a toujours retenu, c'est aussi le fait de faire un produit et de le vendre en direct, d'aller jusqu'au bout en fait, de la transformation et de pouvoir le valoriser en direct. Donc ça, c'est ça qui nous plaisait. Puis bon, moi, j'aime bien la vigne aussi. Le vin, voilà, je suis aussi attachée à cette production-là. Après, nous, on avait quand même cette idée de ferme et de diversité, quoi. Alors, on ne savait pas quand ni comment, mais c'est un peu les éléments qui nous ont poussés à nous mettre en route. Oui, on en parlera. Et là, aujourd'hui, vous pouvez nous décrire votre exploitation? Aujourd'hui,
Donc on a 15 hectares de vignes, on est en bio, on a 240 à peu près poules pondeuses et on a 70 brebis charmoises. Voilà, en gros pour les productions. Vous avez des salariés? Non, on travaille tous les deux. Et après, on est quand même assisté de notre famille, que ce soit les parents de Marie-Isabelle ou nos enfants. Oui, je crois qu'il y a une part des exploitations non négligeables qui tournent grâce aux retraités. Ton père en fait partie alors. Oui, c'est ça, ils nous aident pas mal. Et après, on prend un petit peu d'aide salariée ponctuellement, mais on n'a plus de salariés permanents. J'aimerais qu'on démarre de parler de la viticulture parce que c'est quand même le cœur historique de votre métier. Qu'est-ce qui vous plaît tant là-dedans? Tu me disais la vigne, elle me plaît. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, Isabelle? Je sais pas comment dire, c'est un végétal qui grimpe là, il est toujours à se développer vers le haut et j'avoue que c'est assez plaisant de travailler avec un végétal comme ça. Après, il y a le fait des fruits qu'on récolte et qu'on transforme en vin avec la possibilité de faire différentes cuvées. Donc avant, on avait 2 cuvées de rouge, maintenant on fait d'autres choses, on essaie de faire d'autres choses. On a diversifié les cépages aussi, on fait du jus de raisin, on essaye de faire différents produits. Donc c'est la création, c'est le fait de travailler avec ce végétal et à la fois la création. De recettes de cuisine presque. Ouais. C'est ça, selon l'inspiration de l'année, quoi. Voilà, c'est pas reproduire une recette justement, c'est plus aussi selon ce que l'année nous donne en fait, de produire quelque chose de différent. Et vous avez quel cépage? Alors, on a du Merlot, du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon, du Malbec, on a du petit verre d'eau aussi. Et puis voilà. Et vous êtes à Saint-Loubès, donc dans l'entre-deux-mers. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce terroir? Nous, on a un terroir argilo-calcaire, donc c'est quand même un terroir qui est adapté pour la vigne, quoi. Elle a un bon régime hydrique. On a différents terroirs aussi sur notre exploitation qui permettent, selon les années, selon les conditions climatiques aussi, de faire mûrir les raisins de façon différente et adaptée. Notre emplacement, il est pas mal pour ça aussi. Et alors, à quel moment vous vous êtes dit on ne peut plus continuer à faire que de la vigne Laurent, tu nous disais comment il y avait eu les éléments. Qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers éléments, c'est climatique. À partir de 2017, on a gelé 100% de la propriété. 2019 aussi. 2020, on a gelé une partie. 2021 aussi. Donc en 5 ans, on a pris 4 gelées assez importantes. Et ça nous a mis un peu dans le dur parce que quand vous perdez votre récolte, c'est pas facile. Mais quand vous perdez votre récolte avec du gel, vous êtes impuissant. C'est peut-être qu'on a été trop loin dans ce qu'on faisait de la spécialisation. Il faut peut-être réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs cultures qui leur permettent de limiter le risque. En fait. Et c'est comme une assurance. En fait, c'est s'assurer qu'on aura quand même un revenu s'il y a une catastrophe climatique. Et depuis, on a tous les ans des épisodes compliqués à gérer, en Gironde et ailleurs. Ouais, vous avez l'impression que le métier il est devenu plus imprévisible qu'avant? Le métier, oui. Au niveau économique, au niveau social, au niveau climatique, il y a, à tous les niveaux, tout change très vite, trop vite. Et l'adaptation de l'être humain, elle prend plus de temps que la société d'aujourd'hui. Et alors, une fois que vous vous êtes dit qu'il fallait que vous diversifiez pour sortir de cette spécialisation vigne, vous avez démarré par quoi? Parce qu'il faut aussi des compétences et une appétence pour d'autres cultures, d'autres productions. Je pense que c'était dans nous depuis très longtemps. C'est pas quelque chose qui est venu. C'est venu par un élément qui était climatique d'abord et après conjoncturel. Mais la première chose, c'est qu'on avait déjà construit des choses sans le vouloir avant. Et on avait commencé à s'équiper de petits matériels à droite à gauche par nos expériences passées. Et après, on a juste finalisé des choses. Pour le début, en tout cas, juste du matériel qui nous manquait pour finaliser le foin, par exemple. Et après, pour les patates, c'était plutôt une idée. Autrefois, on avait des voisins qui faisaient des pommes de terre sur des surfaces importantes. Et l'idée, c'était de se dire pourquoi ils en faisaient, pourquoi on n'y arriverait pas. Même si les freins techniques, ils sont là, il faut qu'on apprenne à les maîtriser. Oui, parce que tu me disais notamment, c'est l'irrigation. Vous n'avez pas d'irrigation et la pomme de terre, elle demande de l'eau? Oui, la pomme de terre, elle demande 20 mm par semaine. Sans irrigation, il y a des années, on arrive à avoir un petit peu de production, mais les calibres sont petits et c'est compliqué de persévérer dans une production sans assurer le rendement. Donc pomme de terre pour démarrer et ensuite pomme de terre et foin la même année. Ouais, ah oui, et le foin, tu le vendais aux éleveurs du coin? En fait, le foin, c'était pour les éleveurs, le jardin. Beaucoup de gens aujourd'hui autour de chez nous ont acheté des petites bottes pour pailler les jardins. Et petit à petit, en fait, on ne s'est pas aperçu, mais on a mis
la main dans l'engrenage de l'élevage avec le foin en fait. Et oui, parce qu'après tu dis, bah, tiens, mon surplus de foin, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça, et en fait petit à petit on s'est aperçu que sans le vouloir ou directement sans y avoir pensé, c'était la première marche et après on a continué dans ce sens-là. Tous les chemins te ramènent à l'élevage. C'est ça. Tu voulais t'en extirper, mais tu as été rattrapé. Oui, après, il y avait aussi qu'on est passé en bio aussi en 2019. Et en fait, en bio, en vigne, il y a quand même un truc compliqué à gérer. En tout cas, nous, dans nos terres, c'est l'herbe. Du coup, depuis tout le temps, on se disait, on pensait à l'idée de mettre des animaux dans nos parcelles pour nous aider à gérer l'herbe. Donc, on a réfléchi aussi à qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est comme ça qu'on est arrivé aux poules et aux moutons, en fait. C'est vraiment avec ces idées-là. Bon, on a démarré par les poules, c'était sûrement plus simple. On a eu des opportunités aussi. Ah ouais, je pense que Marisa, le projet des poules, elle le portait depuis toujours et c'est quelque chose qu'elle avait évoqué même au début de mon installation. Mais la reprise a été compliquée et c'était pas possible de se lancer dans un atelier d'élevage à l'époque. Donc oui, sans doute. Et puis après, on a eu beaucoup de chance. Hein. On s'est retrouvé avec des marchés locaux qui sont devenus disponibles dans la même année qu'on a lancé l'activité. Donc c'était idéal, quoi. Là, on a deux poulaillers, donc on a 240 à peu près poules pondeuses. Ok. Et c'est des poulaillers, comment ils sont? C'est des poulaillers classiques? Alors, c'est plus des cabanes comme un label rouge? Comment ça se Non. passe? C'est pas des cabanes comme l'Ambre Rouge. En fait, nous, on a commencé à se dire on va investir dans une nouvelle production qu'on ne maîtrise pas, mais on veut quelque chose d'autonome, de simple, de durable. Et on a dit on va faire nous-mêmes les poulaillers. Ça a été un peu long et difficile, mais ouais, les premiers poulaillers, on a construit nous-mêmes. Ouais. Et ils sont automatisés au maximum parce que quand on se diversifie, qu'on a déjà des productions, le temps il est limité et il faut trouver des solutions qui soient très efficaces. Autrement, on n'arrive pas à tout faire. Oui, parce que je crois que la moyenne, c'est 2 ans entre le moment où l'éleveur veut construire un poulailler, qu'il a toutes les autorisations pour les plus gros poulaillers que vous, parce que je pense que vous ne rentrez pas dans les normes ICPE environnementales et tout ça pour cette taille-là. Mais en moyenne, c'est 2 ans pour faire un poulailler. Oui, mais en fait, nous, on a été beaucoup plus vite que ça. Et on a été pris par la demande, en fait, et on a été obligé de faire 2 poulaillers en 2 ans. Et maintenant, je pense qu'à terme, on va grossir l'activité de poules parce qu'il y a une forte demande et une forte intensification de l'activité de notre magasin qui est plutôt préférable pour nous à terme, quoi. Vous vendez tout en vente directe? Oui, en fait, l'objectif, c'est que tous les ateliers qu'on mette en place, le but, c'est de faire vente directe pour faire de la valorisation pour nous, en fait. C'est vraiment l'objectif. Donc, les œufs, comme dit Laurent, quand on a fait le projet, on a eu l'opportunité de rencontrer une personne qui arrêtait des AMAP et un marché. Et donc, en fait, on a dimensionné notre production. Ça correspondait avec le poulailler qu'on voulait faire. Donc, on a terminé le poulailler et en fait, ça correspondait, on a démarré avec 170 poules. Ça correspondait à 2 AMAP et un marché, plus développer notre vente chez nous. Et donc maintenant, on a pu récupérer, on a 2 AMAP sur notre commune, plus la vente à notre magasin, plus une autre AMAP. Donc oui, l'objectif, c'est de développer le local et notamment aussi notre magasin, quoi. C'est ce qui est pas simple aussi dans la diversification, c'est qu'il faut penser débouchés commerciaux, quoi. Ben oui, il faut arriver à vendre les produits et c'est pour ça que nous, on est parti aussi sur des petites unités et le but, c'est plutôt de développer la production en fonction que nos débouchés augmentent. Mais l'objectif, c'est pas de trouver des grossistes ou autres pour tout ce qui est atelier diversification. C'est vraiment de valoriser et il faut y penser, oui, parce que sinon, si on produit pour jeter les œufs, c'est pas la peine, quoi. Donc, Et les moutons ensuite? Ouais, les moutons, c'était vraiment venu dans un contexte de maîtrise de l'herbe. Parce qu'en fait, les poules, on pensait qu'on arriverait à faire des surfaces importantes, mais non, on n'arrive pas à passer l'hectare ou l'hectare et demi au maximum de pâturage de poules. Oui, parce que, pardon, je reviens sur les poules, mais elles ont un accès à l'extérieur. Comment ça se passe? L'hiver, en fait, elles pâturent dans les vignes et l'été, elles sont dans des terres à l'extérieur des vignes parce qu'autrement, elles mangent la vigne, donc c'est pas possible. Et l'idée, c'était surtout de pouvoir multiplier les productions sur la même surface, c'est-à-dire que quand on pouvait régler des problématiques avec les animaux, au lieu d'utiliser les tracteurs, ça paraissait plus cohérent. Et en même temps, faire des apports d'engrais qui coûtaient pas trop cher et naturels, qui soient beaucoup plus efficaces que ce qu'on apporte quand on utilise de l'engrais qui soit chimique ou c'est pas du tout le même apport, quoi, en fait. En fait, il faut juste imaginer les poulaillers mobiles, c'est comme des remorques dans lesquelles la poule elle a tout ce qu'il faut pour vivre. Mais après, derrière, elle a un parcours en fait qui est délimité par une clôture électrique. Donc on déplace le poulailler et on déplace la clôture. Donc elle va dehors. Que ce soit les moutons ou les poules, on les met en fait dans les vignes après les vendanges et on les sort à partir du moment, voilà, comme dit Laurent, quand la vigne pousse. Donc le poulailler se déplace et les poules, elles ont de l'herbe nouvelle. Les brebis, on fait déplacer aussi pareil. C'est le même système en fait. Mais les poules, effectivement, pour l'instant, restent plus proches derrière nos bâtiments
On ne les fait pas aller trop loin, aussi parce que c'est plus facile pour ramasser les œufs, et cetera. Du coup, elles vont pas dans beaucoup de parcelles. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que c'est organisé, quoi. Oui, parce qu'en termes de temps de travail, après, s'il faut leur courir après partout pour aller chercher les œufs, j'imagine, c'est pas simple. Ça compliquerait un petit peu, ouais. Donc pour l'instant, elles sont derrière. On a quand même une surface. On a une surface avec des arbres pour l'ombre aussi. Donc c'est quand même. On a des prairies, on a tout en fait un peu derrière. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Alors du coup, les moutons, ils sont arrivés en complément des poules parce qu'on arrivait pour les surfaces qu'on avait gérées en totalité. En fait, l'idée, c'était vraiment de faire pâturer toutes les vignes tout le temps, enfin tout l'hiver en tout cas. Et ça serait idéal tout le temps, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a des périodes où quand la période végétative est là, les moutons mangent tout le reste, autrement il n'y a plus rien. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil pour l'hiver, un être vivant en fait, plutôt qu'un outil, et qui permette de gérer les problèmes d'herbe quand on avait des excès et apporter de l'engrais d'une autre façon qu'avec le tracteur ou des engrais chimiques dont on est très dépendant. Donc en fait, il y a un triple avantage presque. L'herbe qui est dans les vignes permet d'alimenter les animaux, même si j'imagine que vous devez complémenter quand même, ça ne doit pas suffire ou ils mangent que ça? Non, les animaux ils ne mangent que de l'herbe. Les moutons en tout cas, les moutons oui, les poules non, mais les moutons ils mangent que de l'herbe et ils sont élevés qu'à l'herbe, 100% herbe, et tout le temps dehors. Mais quand c'est l'hiver, ils ont assez avec l'herbe qu'il y a dans tes vignes? Oui, en fait le choix de la race est très important. C'est pour ça qu'on avait pris des charmoises, parce que quand on met des animaux dans de la vigne, il faut faire attention à tout, la taille des animaux. Il faut faire attention à leur façon d'opérer, leurs besoins et tout ça. Et en fait, le choix, c'était d'avoir une race d'animaux facile à élever. Oui, tout un vocabulaire à changer, mon pauvre. Et élever. Exactement. C'est bien vu, ça. Et du coup, voilà. Et le mouton, c'est ce qui nous a paru être le plus courant pour passer sous les fils sans casser tout, pour consommer de l'herbe par rapport au volume qu'on avait à faire et tout ça. Mais ça n'a quand même pas été facile tout le temps. Oui, parce que j'imagine qu'au début, c'est des tests de savoir combien de temps ils vont rester sur cette parcelle, quand c'est qu'on les bouge. Au début, on a commencé avec 10 brebis et un bélier. C'est surtout la mise en place des clôtures, parce que c'est des clôtures mobiles aussi. Donc il a fallu mettre en place les clôtures, enlever les clôtures et les volumes d'herbe, en fait, c'est vachement difficile quand on ne maîtrise pas les... Du coup, triple avantage. Donc il y a l'alimentation des animaux dans les vignes directement avec l'herbe. Ça permet de moins utiliser de phyto. En plus, en bio, vous ne pouvez plus. Donc ça permet du désherbage naturel sans passer avec des outils pour le début de saison. Et troisième avantage, c'est le fumier, le lisier qui permet d'apporter des engrais organiques. Oui, et puis du coup, de remettre de la vie dans les sols, quoi, parce que c'est du vivant, en fait. Donc nous, c'est ce pari qu'on fait, en tout cas. Ça, pareil, vous gérez le fumier et le lisier ou le mouton, il se promène, il fait ses besoins et ça se répand au fur et à mesure? Voilà, en fait, on n'a pas besoin de matériel. C'est les animaux qui globalement, épandent leur fiente ou leur crotte où il y a besoin dans la vigne, là où ils consomment. Au niveau sociétal, il y a tout un discours anti-élevage, mais on voit que pour l'écologie, pour l'environnement, pour les sols, il faut aussi peut-être revenir à une certaine forme de polyculture élevage pour trouver un cercle vertueux entre culture et animaux. C'est pas possible d'avoir un système sans élevage dans la chaîne alimentaire. En fait, la chaîne alimentaire elle se compose des végétaux, des animaux et des prédateurs. Et nous, on se met à l'échelle où on a besoin, mais sans animaux, on ne peut pas faire du bio longtemps, quoi. C'est pas possible. Même les maraîchers le disent, hein, en fait, on a besoin d'apports en fait, de fumier en fait, pour nourrir les sols et avoir des sols vivants. Donc oui, enfin, nous, ça nous semble logique et en plus, ça rapporte vraiment de la vie. Et on le voit aussi, alors c'est pas la question, mais on le voit aussi au niveau des personnes, tous les habitants autour de chez nous, en fait, ou les gens qui passent, en fait, ils sont très heureux de revoir des animaux dans les parcelles. Donc l'animal, il a quand même une place avec nous. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Oui, encore plus dans une région viticole. La dernière fois, j'étais chez un éleveur de Limousin, dans le Médoc, Nicolas Fort. Et lui, maintenant, il fait du fumier qu'il vend. Alors, c'est exceptionnel. Là, il a fait une marque de fumier. Il les a packagés en copeaux, en laissant normal, en différentes tailles, etc. Et c'est un bon pourcentage, puisqu'il est entouré de viticulteurs qui n'ont plus d'animaux et qui, comme vous, ont besoin de remettre du fumier pour avoir de l'engrais organique, quoi. Oui, mais autrefois, tous ces grands châteaux avaient des vaches laitières. Et après pendant la période des quotas, ils ont abandonné la production par contrainte, par facilité aussi. Hein. Et aujourd'hui, moi, je pense personnellement que c'est une erreur parce qu'à terme, si on doit devenir moins dépendant, si c'est l'idée, en tout cas, il va falloir qu'on retrouve des équilibres sur les exploitations.
pas des échelles industrielles. Puis maintenant, du coup, excusez-moi de l'expression, mais la mer de Vaudolore quand même, on en marche un peu sur la tête entre guillemets. La mer de Vaudolore, et puis c'est pas fini, parce qu'il y a une grosse partie de nos engrais qui sont des engrais chimiques, qui dépendent des gaz et du pétrole indirectement. Donc si on ne crée pas de l'autonomie, on ne sera pas vivable demain, hein, c'est clair. Puis on le voit actuellement avec des fortes hausses des cours de l'engrais, avec la guerre qui sévit au Moyen-Orient en ce moment. Et alors Laurent, parle-moi de ces bergeries mobiles, parce que ça m'intrigue, comment c'est fait? Ouais, la bergerie mobile, en fait, on s'est inspiré un peu des poulaillers. En fait, c'est une bétaillère où on a rajouté un poste de clôture, des râteliers pour le foin, des pierres de sel fixées à l'intérieur, pour que les animaux puissent avoir accès toujours à ce qu'ils ont besoin, en fait. Ouais, après, on a développé un peu des systèmes d'ombrage. Et il y a encore du travail là-dessus. Et après, ouais, c'est le système de contention pour le travail qu'on a à faire sur les soins des animaux. Et du coup, avec les brebis, vous avez tout appris. Vous partiez de zéro, parce que toi, les vaches et les brebis, c'est quand même pas la même affaire. Alors, en fait, oui, on partait de zéro. Moi, j'avais des idées parce que, ayant travaillé dans l'élevage plutôt laitier, vaches laitières, c'était un peu différent. Mais ça donne quand même des bases. Je ne partais pas totalement de zéro non plus. Et après, on a quand même eu de la chance d'avoir des amis et puis des collègues aussi qui nous ont validé certaines choses qu'on voulait faire et nous ont permis d'avancer beaucoup plus vite. Et Marie-Isabelle, est-ce que parce que cette diversification, ça complexifie quand même aussi énormément le travail et puis les compétences nécessaires et ça élargit complètement le spectre. Comment tu le vis, toi, ça? C'est vrai que ça diversifie énormément les tâches, mais ça apporte beaucoup aussi. C'est-à-dire que ça permet quand même d'aller s'occuper des animaux, ramasser les œufs le soir, par exemple. Quand on a eu une journée, par exemple, où on a eu du milieu à la vigne, quand on l'a pour la saison, hein, c'est pas une journée. Ça redonne un petit coup de boost, c'est autre chose. Donc la diversité quand même dans le métier, il y a beaucoup de choses là-dessus. Avoir une diversité dans son métier, c'est quand même une richesse. C'est quand même plutôt un point positif. Après, c'est sûr que ça rajoute une charge de travail, surtout qu'on a diminué la vigne, mais on n'est pas encore à l'équilibre en termes de charge de travail, revenus, etc. Donc, c'est sûr que ça rajoute du travail et que parfois, on a des coups de mou. Mais bon, en attendant, moi, je trouve que ça apporte. Puis les gens sont tellement contents d'avoir des œufs frais. Ça apporte beaucoup dans l'échange. Ça apporte d'autres choses, en fait. Oui, est-ce que aussi certes, ça complexifie le métier intellectuellement et tout ça, il faut quand même se creuser la cervelle et tout ça, mais est-ce que de notre côté, ça donne l'impression de reprendre la main sur son activité et de moins subir tous les contextes et les aléas extérieurs aussi? Moi, je dirais que oui, ça prend de l'énergie supplémentaire, mais ça aussi, ça apporte beaucoup de vie. C'est pas quelque chose... Les animaux, c'est vivant, donc quand on va les voir, si vous n'avez pas le moral, vous allez voir les animaux, vous allez beaucoup mieux. Je ne peux pas expliquer, c'est comme ça, mais c'est vrai pour tout le monde. En fait, le jour où vous avez un coup de mou, vous allez voir les animaux, ça va mieux. Donc déjà, c'est pas toujours parfait. Il y a aussi des moments difficiles, mais globalement, les animaux, ça nous porte en fait. Et Marie-Isabelle, ton père, il en a pensé quoi de tout ça? Ça a été un peu compliqué. Laurent se marre. Non, mais ça a été un peu compliqué parce que déjà, il y a eu le passage en bio et ça fait des changements de technique. En plus, on fait des essais, on réussit pas. Mais sauf que, faut continuer en fait. Hein. On se plante, mais il faut continuer, il faut tâtonner. Et les animaux, c'est pareil. Hein. Ça fait aussi de l'énergie qu'on passe à autre chose en fait qu'à la vigne. Il a fallu que le temps se fasse aussi. Et puis maintenant, on a quand même un soutien. En tout cas, il y a beaucoup d'aide quand même. Donc nous, ça nous permet de continuer notre projet. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà. Après, ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est un nouveau système. Donc forcément, ça fait peur. On se demande si on va pas au mur. Voilà. Oui, et puis la différence, c'est que c'est une génération qui a spécialisé. Et nous, on fait l'inverse. Donc forcément, on va un peu à l'inverse de leur pensée. Au départ, ses parents, ça a été quand on a commencé à lancer des poules, ils ont dit mais comment vous allez faire pour vendre ces œufs? Ce ne sera pas possible. Et maintenant, c'est les premiers à vendre les œufs. Oui, il faut un temps d'accepter le changement, mais il faut être quand même d'autant plus courageux pour se lancer dans la diversification parce que quand on a le son de cloche familiale, on sent la crainte en tout cas des gens autour, des fois moi, ça peut... je suis très peu influençable par ça, donc c'est... Si oui, mais toi, c'est pas ta famille, ça compte pas. Ouais, mais sans doute, c'est moi qui ai repris l'exploitation. Et c'est assez paradoxal. Donc du coup, si on tient compte de l'environnement tout le temps, on n'arrive jamais à avancer. On est obligé de prendre des décisions. Quand on est chef d'entreprise, on n'a pas le choix. Il faut prendre les bonnes et rapidement.
Mais en fait, on y croyait, quoi. Même si c'était compliqué, on ne savait pas trop, en fait, on y croyait. En fait, je parle au passé, mais en fait, on y croit, en fait. Voilà. On y croit. Et après, voilà, il faut aussi se dire, on le sait, qu'on ne réussit pas tout non plus. Enfin, on sait que tout n'est pas exemplaire, mais on essaye de faire mieux, en fait. Et on essaye de s'adapter, on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça aille mieux. Oui, c'est pas facile c'est pas facile quand la famille comprend pas forcément les choix, mais on avance, quoi. Voilà, c'est... Et est-ce qu'à un moment, vous êtes senti à contre-courant du Bordelais, des viticulteurs au global? Souvent, on est à contre-courant, mais aujourd'hui, je sais pas si le courant va dans le bon sens. En fait, si on ne prend pas le contre-courant, je pense qu'on va tous se noyer. Donc, ça sera compliqué de rester dans un schéma comme on avait avant. Et il faut arriver à évoluer, chacun de sa façon, mais je pense qu'il va falloir qu'on réforme beaucoup de l'activité qu'on a créée en termes de viticulture. Et justement, pour vous, la diversification, c'est une des clés pour les viticulteurs de sortir de cette crise par le haut? Moi, je pense que c'est d'abord une histoire de projet. C'est-à-dire que si une personne elle a envie de faire d'autres productions, une envie profonde, enfin un souhait en fait de le faire, déjà c'est un bon départ. Parce que se dire je vais faire des poules pondeuses pour vendre des œufs parce que ça va me rapporter de l'argent, si on n'aime pas les animaux par exemple, c'est bête de le dire, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une solution à coller partout. Ça dépend de la motivation des gens. Après, bien sûr qu'il faut pas. C'est l'idée de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, l'idée d'avoir plusieurs activités, c'est nécessaire. Ça peut être, mais ça dépend du contexte, ça dépend des souhaits de chacun. Ça peut être tout à fait d'autres choses. Il y en a qui développent le no-tourisme, il y en a qui développent, je sais pas, d'autres cultures, d'autres. Oui, mais il faut pour autant que possible essayer de développer un projet qui nous correspond. Ben, nous, ça nous semble logique puisque si on n'a qu'une production, on voit bien qu'en fait c'est bien trop fragile. Que ce soit au niveau, d'ailleurs, au niveau agronomique, au niveau économique, à tous les niveaux, en fait, avoir une seule production, pour moi, c'est un ancien modèle, quoi. Enfin, c'est pas durable, donc. Et puis avec l'évolution climatique, si on n'a qu'une production, on peut être très vite à mal et pas s'en sortir parce que comment on se rattrape? Il y a des investissements, des exploitations qui sont plus ou moins gros. Il faut aller très vite à trouver des solutions de palliatives. Et aujourd'hui, c'est pas facile. Hein. Et justement, ça nous amène à la minute économie du podcast. Mais est-ce que cette résilience économique, là, aujourd'hui, ça y est, vous sentez que vous en tirez les fruits, que vous arrivez à équilibrer le chiffre d'affaires, que vous êtes moins fragile et moins dépendant uniquement de la vigne? Ou pas encore et c'est trop tôt? Non, c'est trop tôt. Je pense que oui, on commence à voir des prémices d'une évolution du chiffre d'affaires qui part plus sur les activités annexes au départ, qui sont devenir les activités principales à terme. Je pense qu'il faut trouver un équilibre en fait. Il ne faut pas tout abandonner non plus parce qu'il y a un besoin de tout et c'est important de garder aussi des racines, les racines d'exploitation, je pense, sur la vigne, sans avoir une échelle comme on avait, mais il y a toujours une demande, il faut en profiter, faut continuer à la satisfaire. Moi, je dirais quand même qu'on voit que le magasin il est dynamique. On développe un peu le chiffre d'affaires vin au magasin. Alors, c'est pas suffisant par rapport au volume qu'on vendait en vrac avant, hein, on est d'accord. Petit à petit, le but, ça va être d'équilibrer en fait les ateliers en termes de volume, en fait, en termes de production. Aujourd'hui, si on n'avait pas les œufs, c'est clair, on ne serait pas du tout dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, quoi. Et sur les circuits de commercialisation du vin aussi, du coup, vous avez fait tout un travail de revendre en direct plutôt qu'en vrac? En fait, on a toujours un marché vrac. On a entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, le marché vrac, il est nul, quoi. Il n'y a plus d'activité. Mais on développe quand même au niveau du magasin plus d'activités depuis qu'on a les œufs, ça c'est sûr. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est plutôt au niveau du temps de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à la production encore. Et c'est en ça qu'il faut qu'on arrive à adapter encore notre surface de vigne pour pouvoir avoir du temps pour s'investir davantage sur le commerce. Et ça fait longtemps qu'on le dit, mais même si on baisse, en fait, là, petit à petit, on trouvera, mais là, on n'est pas à l'équilibre. Pour dynamiser le magasin, on a des idées, en fait, on a des choses qu'on a envie de faire, hein, notamment sur l'accueil, il y a pas mal de choses qu'on a envie de faire. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à équilibrer, en fait, la masse de travail en baissant encore la vigne, tout en gardant une diversité, etc. Mais bon, on y travaille. Arracher encore, ouais, parce qu'on a déjà arraché 10 hectares. C'était un crève-cœur ou pour vous, comme c'était dans une logique de diversification, ça s'est fait assez facilement? Arracher, ça veut dire faire autre chose, ça ne veut pas dire rien faire. Donc c'est formidable. C'est formidable, on peut faire plein de choses, il y a plein d'activités qu'on peut faire. Moi, j'ai tendance à déborder de projets. Maintenant, les réaliser, c'est des fois un peu plus compliqué, mais
C'est l'ouverture, une porte ouverte à des centaines d'idées. C'était quand même un crève-cœur. Moi, je vais le dire parce que... Non, parce qu'en fait... Version officielle. Non, c'est qu'en fait, on n'a pas le même sentiment par rapport à ça, ce qui est normal. C'est-à-dire que moi, le fait d'arracher, comme il y a le projet derrière, honnêtement, moi, je me vois avec moins de surface, ça m'allège. Ça m'allège l'esprit, parce que quand je vois qu'on n'arrive pas à tout faire, que c'est compliqué, etc., ça m'allège. Sauf que quand, matériellement, il faut arracher une parcelle, la tailler à mort, etc., pour moi, c'est du vivant quoi, qu'on arrache quand même, etc. Donc, émotionnellement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident, quoi. On a une relation avec la plante. Mais après, on sait pourquoi on le fait et on sait que c'est pour du positif. Mais il y a cet aspect émotionnel. Bon, Oui, et puis c'est la plusieurs générations sensibilité. de travail aussi. Voilà, il y a tes des vignes parents, plantés. peut-être à grands-parents, peut-être arrière-grands-parents. Mais voilà. 5e génération. Et est-ce que cet état d'esprit de diversifier, de se dire si j'arrache, c'est des nouveaux projets, le fait que vous ayez travaillé à l'extérieur, vous pensez que ça y joue aussi, que vous ayez vu d'autres choses et que ça y apporté une ouverture d'esprit aussi? Ça joue dans le sens où en fait, on s'est aperçu que dans les modèles qui existaient, il y a, ceux qui s'en sortaient toujours, c'est pas ce qu'on imaginait. C'est souvent des gens qui étaient très adaptables, qui avaient plusieurs productions. Donc oui, l'idée de se diversifier, sans doute, elle est aussi venue là indirectement. Maintenant, on sait aussi que se diversifier, c'est aussi plus de travail. Il faut être très, très organisé et c'est pas toujours facile parce que quand on découvre un travail, on ne peut pas être très organisé au départ. Mais bon, il faut aller très, très vite à s'organiser en tout cas. Et la vente directe encore plus, c'est pareil, c'est du temps ça. Oui, c'est pas mal. C'est vrai que c'est beaucoup de temps. Ça nécessite quand même de valoriser les produits parce qu'on passe du temps au commerce en fait par rapport à quand on vend en gros. Mais bon, pour nous, ça a du sens aussi. Voilà, ça permet une vente en local. C'est le lien direct avec le consommateur. Ses retours aussi, ses demandes, ses attentes. La communication aussi, parce que ça, on n'en parle pas. Mais du coup, ça nous permet aussi de parler de ce qu'on vit en fait avec les gens. Et par exemple, là, quand on a changé les poulaillers, on va avoir des petits œufs et des œufs plus gros, par exemple. Moi, ils ne sont pas calibrés et je les mélange. Ça permet d'expliquer tout simplement aux gens comment ça se passe, en fait. La poule, on les renouvelle, elles font des petits œufs, après des gros œufs. Enfin, ça permet de parler, en fait, de qu'est-ce que c'est, comment est produit l'alimentation. Et ça, pour moi, ça a vraiment de l'importance, en fait, de parler de l'alimentation, d'insister là-dessus et... Voilà, c'est pour ça parler aux enfants. Voilà, tout ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et bon, c'est vrai que c'est pas ça ça paye pas entre guillemets, mais c'est une mission importante. Ouais. Et pour finir sur le magasin vente directe, est-ce que vous avez aussi des produits à base de vos brebis? Parce que est-ce que vous les mangez après des brebis qui éco-pâturent? Pour l'instant, on est en développement, donc les brebis, ça met plus longtemps que les poules à arriver à la finalisation. Donc, c'est en cours de... Le troupeau, il a augmenté de 10 à 30, à 55, et puis maintenant, on est à 70, et maintenant, on va commencer à exploiter réellement plus pour la viande, les brebis. Parfait, une source de revenus supplémentaire et un produit de plus en magasin. Oui. Voilà, c'est ça. On a déjà aussi le miel. C'est vrai que mon père fait du miel aussi. Mais bon, okay. Ça, c'est voilà. Il s'ennuie pas ton père, j'ai l'impression. Non. Ça n'a pas l'air d'être le genre. Bon, écoutez, je vais passer aux questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier, vous, de vous investir dans votre domaine, de développer toutes ces activités? C'est le plaisir agricole. Je pense que c'est de voir qu'on est capable aussi de faire d'avoir des défis qui paraissent difficiles à surmonter et qu'on arrive à les surmonter. C'est une projection, ouais, c'est la vie agricole en général, c'est une passion, quoi. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis quand il y aura du vin sur la table, des œufs, quand on verra des moutons en voiture? Et les œufs fécondés en France, c'est interdit. On n'a pas le droit de coq. C'est vrai, t'as pas de coq? On n'a pas le droit d'avoir de coq, c'est interdit. Du coup, quoi, tu reçois les poules Oui, nous, en fait, pour l'instant, on achète des poules prêtes à pondre, on appelle. Donc, il n'y a pas de coq. Elles font des œufs, mais ils ne sont pas fécondés, effectivement. Il n'y a pas de souci pour ceux qui ont peur. On ne mange pas de poussin. Non, pas du tout. Un poussin de venir. Non, c'est juste un œuf. Oui. Et il y a et en fait, si vous ne le mangez pas, là, voilà, vu qu'on n'a pas de coq, en tout cas, chez nous, s'ils ne sont pas mangés, ça ne changera rien. Voilà. Oui, il y a des entreprises spécialisées, des couvoirs pour la naissance des poules et après, vous les récupérez. Oui, en fait, nous, on les achète à des éleveuses, en fait, qui achètent des petits poussins à un jour et qui les élèvent chez elles. Et ensuite, nous, on leur achète.
Donc 3 métiers. Il y a le métier de ceux qui font naître les poussins, ceux qui élèvent les poussins et vous qui avez les poules pondeuses Voilà, derrière. donc on a démarré par simple. Donc on achète effectivement des poules prêtes à pondre. Et pour l'instant, on achète l'aliment qu'on leur donne. Mais l'objectif, nous, c'est petit à petit aussi de reprendre la main sur différentes étapes. Donc petit à petit, voilà. Et dernière question, où c'est qu'on peut vous contacter, suivre l'actualité de votre domaine, acheter vos produits? Alors, nous, on est déjà au niveau de l'actualité, même si on n'est pas super bon. Oui, On est présent on vous en sur voudra pas. Instagram et Facebook. Donc, Château-Lalande Saint-Jean. Et après, on a notre boutique à Saint-Loubès, notre magasin à la ferme, qui est ouvert le jeudi et le vendredi de 16h30 à 18h30. Donc là, vous pouvez venir et nous rencontrer. On propose aussi des visites. Bon, et bien merci beaucoup à tous les deux pour votre temps. Aussi, j'ai oublié de dire quand même, vous êtes là pour recevoir un prix de la Fondation Durable de Nouvelle-Aquitaine. C'est ça, exactement. Et pour toutes ces pratiques durables-là, vous êtes récompensés. Oui, c'est pour notre projet, voilà, Génial. ce qu'on a mis en place. Ben, félicitations, c'est bien mérité, Merci. on l'aura vu Merci. par ce podcast. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.